Voilà. Et Arnaud est par Et là. Arnaud, il arrive. Allez. Bonjour à tous. La proposition concrète que je fais, c'est d'affecter une part de la fiscalité existante sur les carburants à un budget propre européen pour financer le programme des réseaux transeuropéens de transport. Tant qu'il n'y aura pas, je le vois puisque je m'interroge dans ma propre région pour savoir pourquoi les autoroutes de la mer ne sont toujours pas commencées malgré les maintes promesses ministérielles depuis 4 ans. Donc je m'y suis penchée sur ce problème. Ce que je vois, c'est que tant qu'il n'y aura pas de budget propre sur la politique transeuropéenne de transport, il ne se fera rien. Parce que la comparaison des prix entre le transport par camion, qui comme chacun sait, dans le calcul économique actuel, n'intègre aucune nuisance environnementale et aucune nuisance sociale, notamment au regard des conditions de travail de ces forçats de la route que sont les conducteurs de camions, tant que ces nuisances et tant que ces destructions de valeur ajoutée ne sont pas intégrées au calcul du transport, alors la compétition n'est pas juste. C'est pour ça qu'il faut des budgets publics bien identifiés, puisque les projets sont déjà bien identifiés au niveau de l'Europe, mais qu'en face, il n'y a pas les moyens budgétaires de les réaliser. Europe par la preuve ensuite sur la question de l'agriculture. Et là aussi, ça relie à la question de l'environnement. L'agriculture protectrice de l'environnement, aujourd'hui en France, on le sait, 70% des aides vont à 30% des agriculteurs. Je me suis exprimée récemment là-dessus. La PAC a eu des résultats extraordinaires, il faut l'admettre. L'indépendance alimentaire, la capacité d'exportation. Mais aujourd'hui, on le sait, la PAC, telle qu'elle est conçue, et d'ailleurs, au niveau européen, entre ceux qui s'occupent d'agriculture et ceux qui s'occupent d'environnement, il n'y a pas de lien, ce qui est quand même très regrettable. Aujourd'hui, la PAC accélère la désertification, subventionne la destruction de l'environnement, je pèse mes mots, puisque lorsque les aides européennes arrivent massivement sur l'agriculture intensive qui irrigue et qui pollue par les intrants chimiques, indirectement, on a aujourd'hui une politique européenne qui subventionne la destruction de l'environnement. Alors ça suffit. Il va falloir réorienter la politique agricole commune, pas seulement dans les discours, mais aussi dans les actes, vers la qualité, vers la protection de l'eau et vers le maintien des territoires. Je pense qu'une partie, là aussi en débat participatif, parce que les mutations, je le sais, vont être assez douloureuses. Les financements et les filières de financement acquises sont assez lourdes. Les enjeux financiers pour certains agriculteurs, gros capitalistes de l'agriculture, sont assez conséquents. Mais il va falloir le faire. Parce que là aussi, si un tel écart entre les discours et l'exact subsiste, mais il y aura une révolte profonde contre l'Europe qui ne met pas en cohérence ses discours et ses actes. Et je pense de ce point de vue qu'une régionalisation des aides agricoles, comme le font déjà certains pays européens comme l'Allemagne, et comme le gouvernement français actuel s'y refuse obstinément, est une des voies pour revaloriser l'Europe. Parce que si les régions avaient la gestion d'une partie des fonds européens, y compris du premier pilier, pour leur permettre sur leur territoire une meilleure répartition plus juste et plus favorable à l'environnement d'un certain nombre d'aides, alors l'Europe serait revalorisée, parce qu'on aurait une visibilité sur le bien fondé de ces actions. Le dernier thème d'action de l'Europe par la preuve, c'est le chantier de la solidarité avec les pays en développement. L'Europe est de loin le plus grand donneur d'aide au développement du monde. Néanmoins, ces fonds sont souvent mal employés pour des projets inadaptés, des expertises inutiles quand ils ne sont pas détournés par les États destinataires. Et donc, il est évident que la coordination entre les États membres et la Commission est très insuffisante et n'évite pas les doubles emplois. Il faut redonner un nouvel élan dans une approche de développement solidaire avec les pays concernés en faveur de projets innovants. Et là-dessus, je fais comme proposition concrète qu'au moins 20... L'Europe est de loin le plus grand donneur d'aide au développement du monde.
Néanmoins, ces fonds sont souvent mal employés pour des projets inadaptés, des expertises inutiles, quand ils ne sont pas détournés par les États destinataires. Et donc, il est évident que la coordination entre les États membres et la Commission est très insuffisante et n'évite pas les doubles emplois. Il faut redonner un nouvel élan dans une approche de développement solidaire avec les pays concernés en faveur de projets innovants. Et là-dessus, je fais comme proposition concrète qu'au moins 20% de l'aide au développement soit consacrée par des circuits courts à des programmes directs de coopération décentralisée par les collectivités territoriales et par les ONG. Voilà ce que je voulais vous dire après le thème de la paix, celui de l'efficacité par la solidarité. Je voudrais maintenant en venir au troisième thème de l'action par la preuve, c'est l'ambition sociale. C'est un sujet délicat parce qu'on sait que la plupart des pays européens n'ont pas forcément le même point de vue en fonction de leur histoire, de leur idéologie aussi. Et donc si l'on repart des peuples, on voit eux que les peuples ont tous les mêmes aspirations. D'abord l'élévation du niveau de vie, une sécurité renforcée dans la vie professionnelle, le droit à une formation de qualité tout au long de la vie, le respect des libertés syndicales. Voilà des éléments essentiels de ce que doit être le modèle social européen, sans parler bien évidemment de la hausse du pouvoir d'achat qui traduit très directement la hausse du niveau de vie. Et donc l'Europe doit tirer vers le haut l'ensemble des citoyens des États membres et non l'inverse. Aucune harmonisation en matière sociale ne doit se faire en dégradant la situation des travailleurs d'un État membre. Tout effort d'harmonisation doit se traduire par une amélioration pour tous. Alors, j'ai conscience que certains pays, notamment à l'est de l'Europe, peuvent tenter de tirer parti d'une fiscalité très faible ou de coûts salariaux inférieurs aux nôtres, mais cela n'aura qu'un temps. Et il faut travailler sur les transitions. Car dans la plupart des nouveaux États membres, les salaires ont commencé à monter, et c'est heureux. Les conditions de travail se rapprochent de celles des pays depuis longtemps membres de l'Union, et là aussi c'est tant mieux. Néanmoins, il est évident, et on le voit dans nos entreprises qui sont confrontées à cette concurrence, que l'effort pour augmenter la qualité de la main-d'œuvre, lui offrir des conditions de travail décentes, a un coût. Et donc l'Union doit aider ces pays à relever leurs standards sociaux par un effort vigoureux de solidarité. Et je propose de porter dans tous les pays, il va falloir que ça chemine, mais je pense que là il faut une véritable offensive politique pour que ça avance, et la France doit le faire, de porter donc l'idée de minima sociaux dans tous les pays européens. Deuxièmement, la possibilité de déroger au maximum européen de 48 heures de travail par semaine doit être supprimée. Troisièmement, nous devrons mettre en place des critères de convergence sociale pour mesurer les progrès réalisés en matière de salaire, d'emploi, de conditions de travail et d'égalité hommes-femmes, d'accès à la formation professionnelle et de santé au travail. Et nous pourrions imaginer que dans les fonds structurels, il y ait une sorte de bonus donné aux entreprises qui pourrait justement faire valoir l'effort qu'elles font pour avancer, et des pays porteurs de ces entreprises qui pourraient faire valoir sur des critères sur lesquels il reste à discuter, des critères de convergence sociale. Il est normal que les pays qui font ces efforts de critères de convergence sociale reçoivent une aide européenne supplémentaire. Et donc on n'est plus dans l'Europe punitive, on est dans l'Europe qui encourage la convergence vers ces critères sociaux. Alors je sais que ces objectifs doivent s'accompagner d'une refonte des outils au service de l'Europe. Et on ne pourra pas avancer sans rendre plus efficaces les instruments dont l'Union dispose pour mettre en place ces politiques. Il est temps de passer à une phase d'approfondissement. Je sais qu'on a souvent opposé l'approfondissement à l'élargissement. Je ne suis pas de ceux qui regrettent aujourd'hui que l'Europe soit réunifiée. L'histoire ne nous aurait jamais pardonné de repousser ceux qui venaient de faire tomber le mur. La stabilité de notre continent en aurait été menacée. J'ajoute que lorsque l'on regarde
les chiffres de nos échanges commerciaux, nous en retirons aussi quelques avantages. Et il est bon quand même parfois de le reconnaître. Mais maintenant, je crois qu'il faut nous concentrer sur un meilleur fonctionnement de l'Union. Et je vois plusieurs outils. D'abord, le débat démocratique. Je l'ai dit, je crois vraiment que l'Europe a souffert d'un déficit démocratique et qu'il faut répondre à ce déficit démocratique. C'est vrai aussi en politique nationale, je le dis souvent. Et on ne peut pas espérer refonder le projet européen sans les peuples. Il faut donc en débattre largement, rapidement. Et j'encouragerais la présidence allemande, qui en a, je crois, l'intention de prendre une initiative d'une large consultation qui associerait dans tous les pays, non seulement les élus nationaux, locaux, mais aussi les partenaires sociaux, le monde associatif. Parallèlement, une consultation des citoyens. C'est difficile, hein, parce qu'on sait que les citoyens ne se passionnent pas forcément sur la question européenne, mais à qui la faute ? Peut-être faute aussi d'avoir donné des débats plus concrets. Et peut-être faut-il relancer la consultation des citoyens, par exemple sur Internet, sur les projets concrets et opérationnels que j'évoquais tout à l'heure. Le deuxième outil, c'est le budget. À la hauteur des ambitions européennes, on l'a dit, le budget, on le sait, européen doit être augmenté, mais à condition aussi d'apporter des preuves aux citoyens qu'il n'y a ni gaspillage, que tout euro dépensé est un euro utile. Et donc aussi dans la condition de l'adhésion de l'opinion, qui doute beaucoup de l'augmentation du budget, il y a un gros travail d'explication qui rejoint aussi la clarification et la transparence sur les actions. Mais aucun sujet n'est tabou. Ce qui doit être clair, c'est que le réexamen des politiques anciennes et leur nécessaire rénovation ne doivent pas servir de prétexte à une baisse du budget et à des ambitions en retrait en matière de politique commune. De toute façon, si l'on veut augmenter les actions de l'Europe, et notamment dans les domaines que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est la France qui va être en première ligne, puisque la révision à mi-parcours du budget européen va revenir en 2008. Il va falloir donc s'y préparer dès maintenant. Le troisième outil, c'est celui, avant d'en venir aux institutions, le troisième outil très important, j'aurais même pu commencer par celui-ci, mais ils se valent les uns et les autres en importance. Ce sont des politiques économiques mieux coordonnées et plus réactives. On sait aujourd'hui, je l'ai évoqué tout à l'heure, que le seul instrument de coordination des politiques économiques, c'est le pacte de stabilité et de croissance. On en connaît les lourdeurs. On sait aussi que parfois les grands pays n'hésitent pas à s'en affranchir, ce qui suscite l'irritation des petits États. Et là aussi, il y a quand même le manquement à la parole donnée. Tout ceci n'est pas sain. Il n'est pas sain non plus que la Banque centrale ait pour seul objectif la maîtrise de l'inflation et non la croissance. Et donc, il faut rendre à l'Eurogroupe la capacité de pilotage. Ça suffit. Et là aussi, depuis combien de temps entend-on dénoncer ces logiques de la Banque centrale qui en vient même parfois à casser la croissance et à la préparation des emplois de demain. Donc, il faut remettre la politique au premier plan, retrouver le sens des choix politiques pour piloter l'économie européenne. Et je propose de lancer un débat sur la réforme du pacte de stabilité et de croissance pour instaurer un pilotage par l'Eurogroupe, ce qui permettrait d'adapter la contrainte budgétaire qui doit être redéfinie régulièrement. C'est absurde une contrainte budgétaire qui ne bouge pas en fonction de l'évolution de l'économie. Donc, si c'est enfin l'Eurogroupe qui pilote, nous pourrons faire en sorte que la contrainte budgétaire soit adaptée à la création d'activités et d'emplois et pas l'inverse. J'en viens enfin à la refonte des institutions. Il y a aussi une proposition concrète sur la question des délocalisations qui consiste à supprimer les aides européennes aux entreprises qui délocalisent d'un pays européen vers un autre pays européen. C'est qu'aujourd'hui, il y a des aides structurelles. Quand une entreprise quitte un pays pour aller dans un autre, au sein même de l'Europe, il y a des aides structurelles. Ça, je crois qu'il faut que ces aides structurelles s'arrêtent. Et au niveau national, pour freiner les délocalisations, il faut que l'obligation de rembourser, c'est de la politique nationale,
Mais ça sera important, là aussi, qu'il y ait une convergence des politiques nationales et qu'on exige les remboursements des aides publiques et les remboursements des allègements de charges sur les bas salaires lorsque les entreprises délocalisent en dehors de l'Europe. Enfin, sur la question des délocalisations, qui est une des questions majeures pour l'opinion publique et pour les salariés, qui aujourd'hui subissent de plein fouet les délocalisations, il s'agira de promouvoir au sein de l'OMC la prise en compte des critères sociaux et environnementaux. Là aussi, des objectifs que les socialistes ont maintes fois affirmés, mais je pense que par rapport à l'accélération des délocalisations, que l'on voit d'ailleurs ici les uns et les autres sur nos territoires, moi je suis encore en train d'en vivre un dans ma région, et je peux vous dire le degré de révolte des salariés qui subissent actuellement une délocalisation d'une entreprise textile, c'est-à-dire que la machine est partie en dehors de l'Europe, et maintenant le patron explique, puisqu'il y a une baisse du chiffre d'affaires, eh bien il faut finalement délocaliser la totalité de l'entreprise avec des produits qui reviennent en France dans les 15 jours qui ont suivi. Donc je crois que ces logiques-là, même s'il y a des règles sur le commerce mondial, doivent absolument être encadrées au niveau de l'Europe, parce que je crois que une des raisons de la méfiance à l'égard de l'Europe, c'est qu'elle apparaît comme un espace insuffisamment protecteur et trop livré à la mondialisation non contrôlée. On ne peut pas, bien évidemment, contrôler la totalité des flux, et on veut aussi que les pays les moins développés accèdent au développement, mais il y a des comportements patronaux d'organisation, même de la faillite de certaines entreprises sur notre territoire, qui ne doivent pas, à tout le moins, être subventionnés par des fonds publics. Donc, je précise que cette prise de parole est une première étape, que je n'ai pas actuellement encore traité tous les sujets. C'est un rapport d'étape par rapport aux premiers contacts et aux premiers travaux. Donc éventuellement, je n'ai pas forcément l'opportunité de répondre à toutes les questions qui viendront dans un second temps, probablement d'ici un mois et demi. Je referai une communication sur une seconde étape approfondie, puisque j'aurai déjà revu un certain nombre d'autres pays. Alors, est-ce que, Madame Royal, est-ce que vous êtes pour ou contre la Turquie à l'Union européenne? Alors, une réponse courte, hein, c'est pas nécessaire de temps long là. Mais rien n'est simpliste. Donc, je crois que vous le savez, le processus est engagé. Le processus se terminera par un référendum. C'est ce qui est prévu. Un certain nombre de conditions doivent être remplies. Et dans le cadre de ce que je disais tout à l'heure, à la fois par rapport à l'inquiétude des opinions sur la stabilité des frontières de l'Europe, cette question sera donc débattue, puisqu'il y aura un référendum. La parole sera donnée au peuple français et ces questions-là seront débattues. C'est-à-dire qu'il faudra, sans doute, pour que le peuple français se prononce, avoir entre-temps apporté un certain nombre de garanties. Mais je demande votre opinion, pas l'opinion de la peuple français, là. Mais je vous l'ai donné. Mon opinion est celle du peuple français, en l'occurrence, puisque c'est le peuple français qui doit se prononcer. Et donc le processus doit se dérouler normalement, mais je crois que le référendum ne sera pas facile, compte tenu de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, et de l'aspiration à une stabilité des frontières de l'Europe, mais il n'y a aucune raison de le stopper, parce que la crédibilité aussi de la parole publique est importante, mais je crois qu'il va falloir beaucoup de travail, d'évolution, pour que le peuple français se prononce positivement. Et ce travail, il est entre les mains de tous. Une question qui est liée à ce thème-là. Vous avez annoncé que vous étiez favorable à cette proposition de loi que le Parti socialiste va déposer demain, qui pénalise la négation du génocide arménien. Est-ce que ça veut dire que, pour vous, la Turquie doit d'abord reconnaître l'existence de ce génocide avant d'intégrer l'Europe? Ce serait cohérent. Je crois que c'est lié. La question de la reconnaissance de son histoire, elle a été aussi parfois douloureuse pour la France. La France a mis beaucoup de temps à reconnaître la torture en Algérie.
La France a même essayé, par l'intermédiaire de certains parlementaires de droite, de faire voter une loi reconnaissant les effets positifs de la colonisation. Heureusement, cette loi a tourné court. C'est vous dire qu'en toute modestie, il faut reconnaître que ce n'est pas facile pour certains pays de reconnaître un certain nombre d'exactions ou d'épisodes qui sont totalement contraires au respect de la dignité humaine. Et je pense que dans les conditions qui sont posées à la Turquie par rapport aux droits de la personne humaine, la reconnaissance de la réalité de son histoire en fait partie. Donc maintenant, on n'est pas obligé de le faire de façon brutale, provocatrice, donneuse de leçons. C'est pour ça que j'ai réévoqué la propre leçon que la France a dû tirer d'un certain nombre de choses. On pourra en ajouter d'autres. Elle a mis beaucoup de temps, la France, pour prononcer des excuses sur la rafle du Veldiv. Donc je crois qu'on n'a pas de leçons à donner aux autres. Et en même temps, il faut que les choses se fassent. Et donc quand on a la possibilité de dire oui, il faut le faire aussi, mais pas dans une logique de donneuse de leçons, dans une logique à l'égard de laquelle les pays d'Europe doivent reconnaître la réalité de leur histoire et apaiser les souffrances en reconnaissant, en posant des mots sur ces souffrances par rapport à ceux qui les ont vécues. Je pense que c'est une bonne chose. Dites qu'il faut changer de méthode pour construire l'Europe. Or, c'est vrai que vis-à-vis de la Turquie, on a l'impression d'une politique de volte-face permanente de la part de la France, vis-à-vis des socialistes d'ailleurs comme de la droite. En 99, tout le monde acceptait que la Turquie avait vocation à devenir membre de l'Union européenne. Et puis, depuis, les choses changent. Et aujourd'hui, le vote de cette proposition de loi, c'est vrai, apparaît comme une façon de montrer à la Turquie qu'elle n'a pas finalement vocation à devenir membre de l'Union européenne. Est-ce que c'est là le sens de votre message en votant cette proposition de loi demain ? Puisque vous savez bien que cela va détériorer encore davantage les relations avec ce pays qui pense que la France, effectivement, ne veut plus d'elle dans l'Europe. Non, je pense que les deux choses ne sont pas liées, mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas en rabattre sur un certain nombre de valeurs, et donc il faut poser très clairement les choses, mais dans un esprit, je le disais tout à l'heure, qui consiste plutôt à aider les pays à évoluer, plutôt qu'à leur donner des leçons. Voilà. Et il ne faut ni en rabattre sur les valeurs, ni fermer les yeux, ni brutaliser les pays. C'est évident, écoutez, c'est évident que si la Turquie doit un jour confirmer sa candidature et entrer dans l'Europe, c'est évident qu'il faut qu'elle reconnaisse le génocide arménien. Enfin, c'est évident. Et donc, les choses doivent se faire. Mais il y a bien d'autres sujets sur la question des convergences de nos valeurs. D'accord. Est-ce que l'arsenal juridique en France a besoin d'une telle démarche? La proposition de loi, ça veut dire qui vise sanctionner la négation du génocide. Tu veux répondre? Est-ce qu'on a besoin d'une proposition? J'ai la chance d'avoir le président du groupe socialiste à mes côtés, et donc il peut justement apporter son éclairage. Madame a déjà eu ma réponse, parce qu'elle m'a déjà posé plusieurs fois la question. Et si... Non, mais parce que elle vous a répondu de toute façon. Et nous avons déjà, la France a déjà reconnu le génocide arménien par une loi de 2001. Donc c'est pas là nous l'avons déjà voté. On fait comme si on découvrait que nous avions déjà proclamé solennellement par la voie parlementaire cette situation historique douloureuse. Et encore une fois, aujourd'hui, il s'agit simplement de compléter demain par un texte qui tient compte justement des risques de négationnisme par rapport à ce que la loi précédente avait proclamé. Il ne s'agit de rien d'autre. Et comme Madame Royal vient de vous le dire, on n'est pas là dans un acte d'inimitié à l'égard de la Turquie. Mais entre amis, il faut se parler franchement. Et je crois que les valeurs sont des valeurs communes à l'Union européenne et qui donnent de la force au projet européen. Et lorsque les circonstances s'y prêtent, à des amis comme la Turquie, on dit les choses et c'est pas une manière c'est pas un irrespect à leur égard. C'est peut-être au contraire un acte de respect. Une petite parenthèse peut-être sur la politique agricole commune, si vous permettez, Madame Royal. Une petite parenthèse sur la politique agricole commune. Oui. Vous parlez d'un redéploiement de ce budget aux régionalisations. Est-ce que vous êtes favorable à une baisse de ce budget au profit d'autres projets tels que la recherche, infrastructure ou autres?
Ça sera à discuter. Pour l'instant, non. Parce que déjà, la réorientation des aides est déjà un très lourd travail. Et je pense que si nous réorientons correctement les aides, indirectement, nous allons financer d'autres politiques. C'est-à-dire, si les aides à l'agriculture sont par exemple axées sur la reconquête de la qualité de l'eau, ce qui est extrêmement lié à la fois à l'agriculture, à la santé et à l'environnement. Et on sait aujourd'hui, alors qu'une femme sur 10 est touchée par le cancer du sein, et on sait pertinemment que ces maladies sont étroitement liées à la dégradation de l'environnement, et en particulier aux pesticides dans l'alimentation, on voit que la réorientation des aides à l'agriculture est directement liée à des politiques de santé et de prévention dans ce domaine. Que les réorientations des aides de la politique agricole sont directement liées à l'aménagement du territoire et au maintien des populations équilibrées sur le territoire et donc à la diminution de la pollution par les transports. Et donc, à partir de la réorientation des aides à la politique agricole commune, on peut redéfinir des politiques qui touchent à bien d'autres domaines et qui, en même temps, permettent l'émergence de valeurs ajoutées sur la qualité et sur la... Il y a énormément à faire dans ce domaine pour rééquilibrer à la fois à l'échelle de la planète, mais aussi, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, envers les autres continents. La politique européenne est insuffisamment définie. Il faut redéfinir les politiques européennes à l'égard du Moyen-Orient, redéfinir les politiques européennes à l'égard du continent africain, redéfinir les politiques européennes à l'égard de l'aide au développement. Or, on voit par exemple aujourd'hui que certains pays européens se font même la compétition dans des pays où, au contraire, ils devraient unir leurs forces par rapport à l'aide au développement, parce que l'on sait qu'une des principales raisons de l'insécurité au niveau mondial, c'est le creusement des inégalités entre pays riches et pays pauvres. Et donc tout est lié. La politique étrangère est étroitement liée à la politique de coopération. Deux questions, oui. Quelle relation, selon vous, l'Europe doit-elle entretenir avec la Russie de Vladimir Poutine ? Bon, sur cette question-là, là aussi, je crois que les relations diplomatiques sont définies telles qu'elles sont, mais peut-être que la France doit redéfinir sa politique au niveau d'une convergence des prises de position européennes. Dans l'état actuel des choses, les démarches qui sont faites, là aussi, pour faire progresser un certain nombre de droits, en particulier la liberté de la presse, par exemple, me semble tout à fait justifié et tout à fait fondé. Donc pas de complaisance à l'égard de ce pays. Madame Royal, Randa Takedine, journal Al-Hayat. Vous n'avez pas parlé de la question de l'islam. L'Europe est très préoccupée par ses relations avec l'islam en général. Et vos rivaux à droite se précipitent ces quelque temps pour aller à la mosquée de Paris. Alors j'aurais voulu savoir comment vous, si vous êtes élue présidente, vous allez gérer cet islam de France que personne n'a réussi jusque-là à gérer. J'en parlerai la prochaine fois. Aussi les échos, là. Oui, alors, encore une question, voilà. Juste deux précisions. Quand vous parliez de rendre le pilotage à l'Eurogroupe, est-ce que vous voulez dire qu'il faut supprimer l'indépendance de la Banque Centrale Européenne et confier la politique monétaire à l'Eurogroupe ? Non, je n'irai pas jusque-là, mais il n'est pas, une forme d'indépendance n'est pas incompatible avec une forme d'obéissance. C'est-à-dire, c'est à l'Eurogroupe de définir les objectifs politiques, parce que les objectifs politiques, c'est le bien-être des populations. Et ce ne sont pas les dogmes économiques. Et à partir du moment où le dogme économique de la lutte contre l'inflation l'emporte sur tout le reste, et où on a une hausse des taux d'intérêt, y compris jusqu'à détruire le ressort de la croissance et jusqu'à détruire des emplois, alors c'est que l'action est mauvaise. Et que ni les gouvernements mandatés par les peuples n'ont pas à être assujettis à des économistes théoriques qui ne sont responsables devant personne. Et il doit définir, il doit établir les critères
des politiques économiques, il doit donner du sens à la gestion des taux d'intérêt, il doit définir ce qu'est l'inflation par rapport à la croissance, il doit trouver aussi d'autres critères de décision économique. Et donc, à partir de là, à partir du moment où c'est lui qui va, où c'est l'Eurogroupe qui doit définir les critères d'une bonne politique économique qui prend en compte non seulement les problématiques de l'inflation, mais également les problématiques d'investissement dans les métiers du futur, de contenu qualitatif de la croissance, etc. À ce moment-là, la Banque centrale européenne, qui n'est qu'un outil et qui n'est pas un objectif, devra rendre des comptes et expliquer ses décisions. C'est là où joue son autonomie, son indépendance. Devra expliquer ses décisions et les justifier par rapport aux objectifs politiques, parce que ce sont les objectifs politiques qui décident du bien-être des peuples. Et nous sommes là pour réaliser le bien-être des peuples et leur progrès social, en termes d'emploi, de pouvoir d'achat, de qualité de vie, de consommation, etc. Donc nous en avons terminé pour les questions. Nous allons donc vous distribuer le texte. Vous verrez que est joint au texte donc la récapitulation.